Les institutions européennes ont commencé à réfléchir aux questions éducatives dès la fin de la guerre, parce que l'objectif était d'établir la paix en Europe et l'éducation jouait un grand rôle. Donc, à la demande de Churchill, le premier ministre britannique, ont été créés les États-Unis d'Europe à travers une institution qui s'appelle le Conseil de l'Europe, créée en 1949. Et à partir de 1954, a été établie la Convention culturelle. Et celle-ci stipule dans son article 2 que chaque partie contractante encourage chez les nationaux l'étude des langues, de l'histoire, de la civilisation chez les autres parties et offrira sur son territoire des facilités en vue de développer des études semblables. Ce qui explique que dès les années 50, le Conseil de l'Europe s'est attaché à créer des conventions de reconnaissance de diplômes. Alors bien sûr, à partir de 1957, ont été créées les communautés européennes qui, elles, s'attachaient plus à la formation professionnelle. Et il faut attendre les années 70 pour qu'apparaissent les premiers programmes d'échange. Une reconnaissance à travers le traité de Maastricht de l'éducation en 1992 et donc le fameux programme Erasmus qui lui date de 87 et qui fête aujourd'hui ses 35 ans avec 12 millions d'échanges. Les obstacles ont été plusieurs. Tout d'abord, il s'agissait de faire reconnaître aux États que l'Europe avait une compétence en matière d'éducation, puisque l'éducation était un droit régalien, un peu comme la monnaie. Et il a fallu attendre notamment un arrêt de la Cour de justice européenne, l'arrêt Gravier en 1982, pour qu'on reconnaisse cette compétence et que ce soit ensuite inscrit dans les traités. Un autre point, c'était par exemple les systèmes éducatifs qui étaient très différents. On parlait d'harmonisation. On sait par exemple que la scolarité obligatoire varie d'un État à l'autre. Donc, un exemple d'harmonisation, c'est fait par exemple avec la Convention de Lisbonne qui a mis sur pied le système licence, master, doctorat pour l'enseignement supérieur. Un autre domaine également, c'est l'enseignement de l'histoire. Il fallait réviser cet enseignement de l'histoire puisqu'il y avait eu des problèmes d'endoctrinement avec le nazisme notamment. Donc, dès les années 50, il y a un centre, le centre Georg Eckert, qui s'est attaché à travailler sur la révision des manuels. Et on a encouragé également les historiens à travailler ensemble dans des réseaux, comme le réseau Clio. Et enfin, les langues, telles que stipulées dans la Convention culturelle, l'apprentissage des langues n'allait pas de soi, était souvent réservé à une élite. Donc, il fallait démocratiser cet apprentissage et aussi arriver à comprendre comment favoriser les outils d'apprentississage. Donc, dès les années 70, en 74 pour être précise, le Conseil de l'Europe a défini un niveau seuil qu'on qualifie aujourd'hui de niveau A1 et donc a élaboré ce qu'on appelle un cadre commun de référence en langue et qui s'applique actuellement à 40 langues. Le premier enjeu est le décrochage scolaire qui est très important dans les pays du sud de l'Europe. Notamment, on l'estime à 20% contre 10% dans les pays du Nord. Et actuellement, la Commission européenne est en train d'introduire un passeport pour la réussite scolaire qui vise à aider les établissements à prévenir ce décrochage scolaire et à accompagner les étudiants qui sortent du système. Les étudiants ou les élèves, bien sûr. Donc ça, c'est un premier volet. On l'a vu pendant la crise du Covid aussi, l'enjeu du numérique. On estime actuellement que dans l'Union européenne, 42% des habitants ne savent pas utiliser le numérique dans des fonctions de base, comme par exemple envoyer un email. Donc actuellement, est mis sur pied ce qu'on appelle une boussole numérique, dont le but est de former les jeunes Européens à l'usage de ces outils et de les équiper avec l'ambition d'avoir 90% des habitants de l'Europe qui sachent utiliser le numérique d'ici à 2050.
Actuellement, il y a la guerre en Ukraine, donc la paix constitue un enjeu majeur. C'est d'ailleurs la raison d'être de l'Union européenne. Donc, l'éducation aux droits de l'homme est très importante. Elle est exigée des États candidats. Actuellement, il y en a 5 dans leur transition démocratique. Elle a été exigée après la chute du mur en 89. Donc, c'est vraiment un enjeu qui transparaît à travers les programmes européens qui sont financés. Et enfin, pour la nouvelle génération, un enjeu qui leur tient à cœur, c'est l'environnement, bien sûr. On peut voir que dans le nouveau programme Erasmus+, la Commission européenne a lancé ce qu'elle appelle le Green Pack et encourage, par exemple, les étudiants en mobilité à utiliser des mobilités douces avec remboursement des frais s'ils sont supérieurs à un autre type de mobilité, ou alors à s'engager dans des actions de volontariat une fois sur place dans les pays membres. Et bien sûr, il y a plein de programmes qui se développent au niveau des lycées et même du primaire, puisque le programme Erasmus s'adresse également à toutes ces tranches.